Madame, Monsieur, bonsoir. Une colonne de feu de 3 km de haut dans le ciel russe, un gazoduc a explosé tôt ce matin. Le 50e anniversaire de la libération des camps de concentration, célébré partout dans le monde. En France, Édouard Balladur vient de faire savoir qu'il sera présent samedi soir à la réunion électorale de Jacques Chirac à Paris. François Léotard également. Nicolas Sarkozy nous dira dans un instant s'il compte s'y rendre. Et nous recevrons également en direct Alain Madelin. Et puis également dans cette édition, la superbe victoire du navigateur Christophe Auguin dans le Tour du monde à la voile en solitaire et par étapes. Cela s'est terminé aux États-Unis. Pour commencer donc, la terrible explosion tôt ce matin d'un gazoduc au cœur d'une région pétrolière de la Russie, près d'Oukhta, à 1 millier de kilomètres au nord de Moscou. Une colonne de feu, je vous le disais, de 3 km de haut, repérée par des pilotes de ligne qui survolaient la Russie à ce moment-là. Nicolas Jacobs. J'ai cru que la guerre avait commencé, raconte un habitant de la ville d'Oukhta. Le bruit d'abord, puis cette lueur qui éclaire toute la ville. À 12 km de là, une flamme si haute que c'est un pilote d'avion qui le premier la verra, estimant même sa hauteur à 3000 mètres. C'est sans doute exagéré, mais à l'aube, la vision qui s'offre aux équipes d'intervention atteste de la violence de l'explosion. Des arbres calcinés, des bouts de métal tordus, fondus par la chaleur, c'est tout ce qui reste de cette portion de conduite de gaz. Et c'est probablement une étincelle qui a mis le feu aux 3 à 4 millions de mètres cubes qu'elle contenait. Un accident de plus dans cette région tout entière tournée vers le pétrole. Une exploitation frénétique, sans argent, avec du matériel à bout de souffle. Voilà par exemple la seule raffinerie de la région. Elle a été construite avant-guerre, jamais remplacée, toujours rafistolée. Reliée au puits par des conduites hors d'âge, alors les accidents sont fréquents. 20 000 fuites par an, et parfois la catastrophe comme l'automne dernier. Au moins 100 000 tonnes de pétrole répandues dans la nature. Il faudra des semaines pour que les autorités réagissent et tentent d'endiguer le liquide gluant. Piégé cet hiver par le froid, le pétrole reprendra avec le dégel dans quelques jours son inexorable progression. On pourra alors mesurer l'étendue des dégâts. Au Rwanda, un nouveau drame se joue dans le camp de réfugiés de Kibeo. Une poignée d'extrémistes retient en otage des femmes et des enfants dont ces extrémistes se servent comme bouclier humain pour empêcher une éventuelle intervention de l'armée rwandaise. Nos envoyés spéciaux, Isabelle Bechler et Didier Dahan, étaient ce matin dans le camp de Kibeo. Kibeo, la désolation, plus d'âmes qui vivent. Toutes les cahutes de branchage, les blindés comme les réfugiés les appellent, ont été abandonnés en l'état. À peine ont-ils eu le temps d'arracher la bâche plastique qui les recouvrait, comme seul bouclier contre l'adversité. Quelques mètres plus loin, on imagine l'atrocité de la panique, au rythme où chacun s'est délesté de son bien. Cette zone du camp, désormais quadrillée par l'armée rwandaise, semble être l'amoncellement de milliers d'existences, par strates involontaires de bâches, de nattes, de vêtements jetés pour quitter au plus vite la panique, la fusillade et les coups de machette qui pleuvaient. Les casques bleus ont dégagé hier encore 54 corps du dernier carré de résistance des miliciens Hutus. Des blessures par balles, peu, fort peu, surtout des coups de machette, soit l'œuvre des miliciens qui voulaient empêcher leurs semblables de quitter le camp. Et voilà le bouclier humain des irréductibles contre l'armée rwandaise. Leurs familles avant tout et d'autres civils, hébétés, confinés depuis 5 jours, sans eau, sans presque de nourriture, sans latrine, sans espoir. Et la pluie devient une providence, malgré le froid qui glace les eaux. Malgré les excréments qui maculent tout et s'y mêlent dans les bâches où on la recueille. La survie, à peine. Ils sont encore 70 à 80 à retenir en otage 700 à 800 personnes, des civils, des femmes et des enfants pour la plupart. Pas question pour eux de ressortir dans le pays car ils savent trop bien que responsables du génocide, personne ne donne très cher de leur vie à l'extérieur. Et nous ne verrons pas ces miliciens Hutus responsables du génocide d'il y a un an. Ils sont retranchés dans les bâtiments, sans doute à court de munitions. Les casques bleus les tiennent en respect, ils se sont interposés entre les déplacés et l'armée rwandaise pour éviter tout nouveau dérapage sanglant. Isabelle Bechler que nous retrouvons en direct de Kigali, la capitale du Rwanda. Isabelle, bonsoir. C'est toujours le mystère sur les conditions dans lesquelles plusieurs milliers de réfugiés ont été massacrés la semaine dernière.
Oui, et le gouvernement de Kigali est très conscient du fait que la manière dont ce camp de Kibéo a été démantelé lui fait énormément de tort. Il vient donc d'annoncer aujourd'hui qu'il allait accueillir une commission indépendante internationale destinée à faire la lumière sur les massacres, à faire une véritable enquête. Un expert français sera donc nommé, de même qu'un Américain, un Belge, un Allemand, un Canadien, un pour l'ONU et également un pour le gouvernement rwandais. Et donc, à défaut de pouvoir faire de vraies autopsies, il faudra au moins déterminer le nombre, déterminer du moins au plus près le nombre de victimes, le nombre de morts qu'on va pouvoir déterrer. Et on a commencé aujourd'hui des exhumations assez pénibles, vous vous en doutez, dans le camp de Kibéo, pour essayer de déterminer qui a été tué par balle, et donc qui aurait été tué par l'armée rwandaise, qui a été tué par machette, c'est-à-dire par les miliciens qui voulaient intimider les leurs et les empêcher de partir. Oui. Et est-ce que l'on peut convaincre les réfugiés que l'on vient de voir de quitter ce camp de Kibéo, de se retirer, d'en sortir? Bien, c'est-à-dire que pour la majorité des civils, on peut sans doute les convaincre, car ils sont très désireux de rentrer chez eux, de retrouver une vie normale, de retrouver leur lopin de terre, leurs collines, leurs maisons, ce qui n'est pas complètement évident, bien sûr, puisque certaines ont été squattées par des Tutsis rentrés de l'étranger depuis. Mais ce sera plus difficile pour les irréductibles, puisqu'il y a derrière ce bouclier humain des hommes qui ont évidemment commis des forfaits, commis des massacres l'année dernière en juillet contre la population Tutsi. Donc eux seront jugés quand ils rentreront dans leur village, s'ils rentrent, ou alors ils se feront tuer sur place dans un dernier baroud d'honneur face à l'armée de l'APR, l'armée rwandaise actuellement. Merci beaucoup Isabelle. À présent, les commémorations très émouvantes à travers le monde du 50e anniversaire de la libération des camps de concentration. En Israël, pendant 2 minutes ce matin, le pays s'est figé en mémoire des 6 millions de juifs exterminés par les nazis. À Jérusalem, Véronique Tavot. 10 heures ce matin, pendant 2 minutes, les sirènes ont retenti à travers Israël et toute vie s'est tout à coup arrêtée. Moment de profond recueillement pour commémorer les 6 millions de juifs exterminés dans les camps de la mort. Un instant solennel, mais cette année, le jour de la Shoah marquait un anniversaire peut-être encore plus symbolique. Il y a 50 ans, les camps étaient libérés. Il y a 50 ans, les Alliés écrasaient l'Allemagne nazie. Comme chaque année, c'est à Yad Vashem, au mémorial de l'Holocauste, que de nombreux Israéliens se sont retrouvés pour commémorer ce jour. Controversé mais symbolique, la visite du cardinal Jean-Marie Lustiger. Pendant 1 heure, l'archevêque de Paris s'est attardé à l'intérieur du mémorial, fixant, parfois avec émotion, certaines photos, certaines situations. Visite controversée parce que des voix continuent ici à reprocher à Jean-Marie Lustiger sa conversion au catholicisme, continuent à dénoncer le silence de l'Église catholique et du pape de l'époque Pie XII, alors que des millions de juifs étaient exterminés. Et ce 27 avril marque en particulier la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne. 100 000 morts, parmi eux 30 000 juifs. C'est à Bergen-Belsen qu'est morte Anne Frank, dont le journal reste comme l'un des témoignages les plus émouvants de l'Holocauste. Olivier Sioux. Des milliers de corps décharnés à même le sol. Voilà ce que trouvèrent les soldats anglais en arrivant à Bergen-Belsen. Les nazis avaient commencé à creuser des fosses pour les enterrer, mais il était trop tard pour cacher l'horreur. Dans les jours qui suivirent la libération du camp, 13 000 hommes et femmes succombèrent au typhus et à la diphtérie. À Bergen-Belsen, il n'y avait ni chambre à gaz, ni four crématoire. Et pourtant, plus de 50 000 déportés, juifs et tziganes pour la plupart, y sont morts de mauvais traitements, de faim, de froid et d'épuisement. Un demi-siècle plus tard, pour les survivants, la blessure reste ouverte. Une libération, oui, c'est une libération, mais seulement une libération de mon corps. Mon âme, elle, était détruite. Je ne pouvais pas me réjouir d'être libre. C'est triste à dire, mais c'était comme ça. À Treblinka ou Auschwitz, les nazis effacèrent leurs traces avant l'arrivée des Alliés. Pas ici. Aujourd'hui, Bergen-Belsen est devenu un musée et un lieu de pèlerinage, pour que la mémoire l'emporte sur l'oubli.
Ce 50e anniversaire de la libération des camps de concentration est bien évidemment commémoré en France. Depuis hier soir, sur la place des martyrs du Vélodrome d'hiver, est lue la liste de tous les déportés. Patrice Romden et Bruno Giraudon. Steimer, Edwige, Steimer, Emmanuel. Des noms, rien que des noms, quelques 80 000 noms. Ceux de tous les déportés juifs de France, dont la liste s'étale dans le livre conçu et imaginé par Serge Klarsfeld. La plupart partirent de Drancy pour échouer à Auschwitz, au terminus de la perversité nazie, de l'indifférence des hommes, de la collaboration aussi. Au pupitre défilent de rares survivants et les descendants, des noms, toujours des noms, une flamme aussi parce qu'elle symbolise la vie spirituelle qui perdure, 6 flammes, parce que la Shoah, c'est 6 millions de victimes. C'est un combat pour la mémoire de nos disparus, mais aussi un combat pour le non-renouvellement d'Auschwitz. Et s'ils interrompent cette lecture publique commencée la veille, c'est pour converger vers la grande synagogue de la Victoire à Paris. Hommage aux déportés, à une femme devenue ministre comme aux inconnus, ceux de Bergen-Belsen notamment, libérés il y a 50 ans, jour pour jour. Nous n'avions pas la force de tenir droite, on rampait tellement, nous n'avions plus de force. Mais je me rappelle comme si c'était hier, surtout de là-bas, surtout de Bergen-Belsen, parce que ça a été vraiment le camp de la mort lente. Nous avions un petit puce, nous étions pleines de poux, nous passions notre journée à nous dépouiller. Un souvenir atroce, pénible et pas vivable. C'est une histoire très difficile à raconter. L'histoire indicible d'un génocide que menace parfois l'amnésie. La politique maintenant et la campagne électorale, bien évidemment. Les difficultés de la majorité pour se rassembler. On y voit toutefois un peu plus clair ce soir. Édouard Balladur sera aux côtés de Jacques Chirac samedi pour le grand meeting de l'entre-deux-tours sur la pelouse de Bagatelle. François Léotard a également annoncé sa présence. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Bonsoir. Vous serez à Bagatelle samedi soir. Bien sûr, si nous qui avons soutenu le plus fortement Édouard Balladur jusqu'au premier tour, nous n'y étions pas, quelle signification et quelle interprétation ceux qui ont voté pour Édouard Balladur en tireraient? Notre devoir à nous tous aujourd'hui, c'est très simple, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce véritable scandale que serait un troisième septennat socialiste. On ne s'est pas engagé dans la politique pour assister à cela. Moi, j'ai soutenu Édouard Balladur de toutes mes forces jusqu'au premier tour. Il n'est pas au premier tour. Il n'est pas au second tour, pardon, nous devons assurer, comme il l'a demandé lui-même, dès dimanche soir, et rappeler chaque jour le succès du candidat de la majorité qui est au deuxième tour, c'est-à-dire Jacques Chirac. Mais vous reconnaissez quand même que le ralliement à Jacques Chirac a tardé quelque peu, il y a eu des négociations d'état-major, on le sait. Mais enfin, je vous rappelle que sur ce plateau même, dès dimanche soir, Alain Madelin était là, il peut en porter témoignage. Édouard Balladur, nous avons entendu sa déclaration ensemble, a dit pas une voix ne doit manquer à Jacques Chirac. Puis vous nous avez invités, Alain était sur place. J'ai dit sans négociation, sans condition, il faut voter pour Jacques Chirac. Voyez-vous, nous nous sommes engagés dans la vie politique avant 1981. Nous ne voulons pas d'un nouveau 1981 et d'un nouveau 1988. Et nos électeurs avaient besoin d'un geste fort qui montre que nous serons tous mobilisés pour assurer le succès du candidat de la majorité. Enfin, Édouard Balladur est parti à Chamonix, on va le voir d'ailleurs dans un instant. Il y a eu tergiversation, c'est une rencontre, un face-à-face. Tout n'est pas aussi clair que ce que vous voulez bien le dire ce soir. Tout de même. Eh bien, puisque tout n'était pas aussi clair, ce soir, ça l'est. Et il fallait un symbole, ce symbole est là. Nous serons donc, à l'invitation de Jacques Chirac, au meeting de Bagatelle, pour dire à nos électeurs que pas une voix ne doit manquer au second tour au candidat de la majorité. Puisqu'il y avait besoin d'une précision, cette précision est apportée, la clarification aussi. François Léotard disait cet après-midi, en annonçant donc sa présence, loyauté à Jacques Chirac, d'accord, mais pas vassalité à l'égard des Chiraciens. C'est aussi la ligne sur laquelle vous vous situez. Mais ma ligne est d'une simplicité totale, c'est celle d'Édouard Balladur. Édouard Balladur dit quoi? Il y a près de 19% de Français qui ont voté pour lui au premier tour. Et il considère que c'est son devoir de demander sans ambiguïté et sans réserve à ces 19% de Français de se reporter sur le candidat de la majorité. Édouard Balladur et nous considérons que le fait qu'il puisse y avoir un troisième septennat socialiste est un danger suffisamment important pour que samedi prochain, nous soyons à ce meeting de Bagatelle pour montrer qu'il n'y a ni arrière-pensée, ni rancune, mais volonté commune de faire barrage à Lionel Jospin.
Merci beaucoup Nicolas Sarkozy. Alain Madelin, nous reparlerons de la campagne de Jacques Chirac tout à l'heure. Un mot sur une réaction sur ces ralliements. Vous les jugez, j'imagine, satisfaisants, mais... Je pense que les mots et les gestes ont été faits très sportivement et très loyalement par Édouard Balladur et ses amis. Je crois qu'il y a eu peut-être quelques petites blessures, et c'est normal à l'issue d'un premier tour. Mais elles auront cicatrisé en quoi? En 48 heures. Et nous ne sommes pas face à face. Nous voici côte à côte. Et nous le sommes d'autant plus, c'est qu'il n'y a pas de vainqueur triomphant. Pas plus qu'il n'y a de vaincus exclus. Mais vous pensez qu'on aurait pu éviter la période de flottement de ces 4 derniers jours? Non, il n'y a pas eu de période de flottement. Nicolas Sarkozy l'a dit, dès le soir, la position d'Édouard Balladur a été claire. Ensuite, qu'il y ait quelques petites blessures, c'est bien normal. Je réaffirme qu'elles sont cicatrisées et que nous voici ensemble, côte à côte, pour faire gagner Jacques Chirac, pour éviter le 3e septennat socialiste et pour, au-delà, engager le changement fort dont le pays a besoin. Il y a dire juste un mot. Très rapidement, oui. Alain Madelin et moi, nous travaillons ensemble depuis très longtemps, pas simplement dans le gouvernement d'Édouard Balladur, mais nous avons été les organisateurs des États généraux de l'opposition contre le socialisme. Et dès dimanche soir, je me permets de le dire, nous avons tenu le même discours. Mais pendant plusieurs semaines, vous ne vous êtes pas dit que des choses aimables. Vous reconnaissez. Permettez-moi de vous dire qu'on ne s'est pas dit de choses aimables sur le plan du fond et des idées. Sur le plan personnel, Alain peut en témoigner, nous avions même fait des projets personnels ensemble, qui ne regardent d'ailleurs personne. Mais la campagne électorale, c'est la confrontation des idées. Moi, j'ai tout fait pour que mon candidat soit au 2e tour, il ne l'est pas. Et ce candidat, Édouard Balladur, dit en toute clarté qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un 3e septennat socialiste, et comme lui, je pense la même chose. Bien, dès ce matin, Édouard Balladur était sorti de son silence et de son chalet de Chamonix pour lancer donc un nouvel appel à ses électeurs sur place Valérie Astruc et Pascal Caron. C'était l'attente. Pas le moindre signe de la part d'Édouard Balladur, resté au chaud dans son chalet, au calme également. Peu avant midi, pourtant, le Premier ministre apparaît pour une promenade en ville, en toute tranquillité. À la sortie, quelques sympathisants. La politique, pourtant, n'est pas au menu du jour. Vous allez me laisser acheter des livres à la librairie sans me suivre, quand même. Hein? Car Édouard Balladur est en vacances, bien loin de l'agitation politique parisienne. Et en bon vacancier qu'il est, les livres occuperont ses loisirs. Une biographie sur Philippe Auguste, une autre sur Sénèque. De quoi méditer sur la sagesse. Oubliez le rendez-vous manqué avec Jacques Chirac, Édouard Balladur a déjà annoncé son soutien au maire de Paris. Il n'en dira pas plus. Les choses sont désormais parfaitement claires pour moi. Et je souhaite qu'elles le soient pour tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. C'est-à-dire que pas une des voix qui se sont portées sur moi ne doit manquer à Jacques Chirac pour le second tour. Je l'ai dit dimanche soir, je l'ai dit mardi, je l'ai dit mercredi et je le répète jeudi. Voilà. Tâchez de vous reposer, vous devriez rentrer maintenant. Détendu, facétieux, l'ancien candidat à la présidence prend des vacances de Premier ministre entre les 2 tours. Soutien également pour Jacques Chirac du président du Sénat, René Monory, qui n'avait pas pris position avant le premier tour entre les 2 candidats de la majorité. Jacques Chirac en déplacement à Bourges, ambiance musicale et assez mouvementée. À quelques jours de l'ouverture du festival du Printemps de Bourges, il a été accueilli par des jeunes supporters, mais de Lionel Jospin. Éric Perrin, Jérôme Korkikian. Ambiance de concert pour Jacques Chirac au Printemps de Bourges. Mais le problème en musique, c'est que les sifflets peuvent s'interpréter dans un sens ou dans un autre. Lionel Jospin avait prévu de venir dimanche, Jacques Chirac lui a coupé l'herbe sous le pied. C'est la campagne, il faut savoir prendre des risques. Mais tous, opposants et supporters, ont pu le constater. Le candidat Jacques Chirac aime la foule, il sait garder le sourire en toutes circonstances. Je ne sais pas si vous êtes allé, à Bercy ou à Wembley dans certains concerts des Stones à la grande époque ou plus récemment de Peter Gabriel ou de c'est ça. Alors de là à dire que c'est une pop star, je ne sais pas, mais si on veut dire que c'est une vedette populaire, oui, je suis d'accord. Je suis vraiment désolé d'avoir créé une telle agitation. On avait décidé d'arriver discrètement. Et bon, c'est trompé.
Vous n'êtes pas des bons joueurs. Salut, ça va? Bourges, étape d'aujourd'hui. La tournée de Jacques Chirac continue. L'enjeu, c'est la première place au hit parade. Alain Madelin, un mot quand même sur ces négociations ou ces divisions, je ne sais pas comment, qui sont passées, vous venez de le dire, Nicolas Sarkozy a quitté le plateau. On a le sentiment qu'il y a un décalage entre ce qui se passe à Paris et ce qui se passe sur le terrain en province, dans toutes les régions de France, entre les militants qui se sont très vite mis ensemble. Mais ça se passe très bien, vous avez raison, en province et aussi à Paris. Je crois qu'il y était normal qu'il y ait une petite période, mais 24 heures, 48 heures, un peu d'amertume pour certains, mais aujourd'hui l'essentiel, c'est que la campagne de Jacques Chirac connaisse un élan nouveau. Mais vous auriez souhaité que ce soit plus rapide, j'imagine. Non, écoutez, c'est fait, c'est fini, c'est derrière nous. Maintenant, Jacques Chirac fait campagne dans un dialogue en direct avec les Français, parce que c'est ça qui compte dans une élection présidentielle. Et je crois que le message de Jacques Chirac va passer de mieux en mieux, d'autant qu'il y a tout un brouillard de premier tour qui est en train de se dissiper, et que si l'on n'a peut-être pas assez prêté attention au projet de Lionel Jospin au premier tour, on va découvrir que premièrement, le seul vrai projet de changement, c'est le projet de Jacques Chirac, et que le projet de Lionel Jospin, c'est pas très neuf, pas très clair, et j'ajouterais que pas très sérieux. Je vais prendre deux exemples dans le domaine économique. Lionel Jospin dit il faut baisser les charges sociales. Formidable. Mais en réalité, aucun effet sur l'emploi, personne n'embauchera un salarié de plus parce qu'il va coûter 600 francs de moins. En revanche, la contrepartie de ça, personne n'a prêté attention. C'est un matraquage fiscal et social de tous les cadres. Autre exemple, il dit on va taxer le capital. Sympathique, taxer le capital, mais c'est fait de façon tellement aveugle qu'au bout du compte, c'est l'assurance vie et c'est l'épargne logement qui en font les frais. Ben voilà des vrais sujets dont nous allons maintenant débattre. Il parle d'autre chose, Lionel Jospin. Il parle du suffrage proportionnel éventuellement, après l'élection présidentielle, d'un mandat à 5 ans. On sait que ce sont des idées qui plaisent plutôt aux Français, d'après les enquêtes d'opinion. Est-ce que ça vous inquiète, ça ? Premièrement, sur la proportionnelle, j'ai un peu le sentiment que c'est, vous savez, comme le gruyère dans le piège à souris pour attraper les électeurs de Le Pen. Deuxièmement, 5 ans de Jospin, c'est mieux, c'est vrai, que 7 ans de Jospin. Mais ça ferait quand même 19 ans de socialisme. Et ça serait trop pour la France. Vous pensez que les thèmes de l'insécurité, de l'immigration auraient dû être plus développés peut-être par Jacques Chirac avant le premier tour? Ils l'ont été. Le fait maintenant. Ils l'ont été. J'ai accompagné Jacques Chirac dans de nombreuses réunions en province, à Marseille ou ailleurs. Ils l'ont été. Mais je disais tout à l'heure, il y avait un brouillard un peu de premier tour. Oui, c'est ça, ils sont passés au second plan, derrière les rivalités, justement. Jacques Chirac ne changera pas de discours entre les deux tours. Les choses sont claires. Parce qu'il n'a pas besoin de changer de discours. Parce que, j'allais dire, tout y est. Depuis le diagnostic sur la crise sociale qui a conduit à l'émiettement que l'on a vu au premier tour, et la prise en considération d'un certain nombre d'aspirations des Français. Et les électeurs du Front National sont des Français à part entière, on ne va pas les exclure. Mais les aspirations qu'ils expriment méritent d'être prises en compte sans concession, sans changer de langage, mais ça y est, je crois, dans le langage de Jacques Chirac. À la fois la sécurité, à la fois l'immigration, et aussi tout simplement peut-être la fierté d'être français. Merci beaucoup, Alain Madelin. Les socialistes, en tout cas, n'ont pas manqué d'ironiser sur les difficultés de rassemblement à droite. Édouard Balladur s'est retiré sur la montagne. Je suppose qu'il médite. C'est le commentaire d'Henri Emmanuelli. Lionel Jospin a poursuivi, lui, son marathon par un déplacement en Corse et un meeting ce soir à Marseille où nous retrouvons Roland Sicard et Franck Brisset. Lionel Jospin est reparti en campagne. Depuis dimanche, le candidat du PS a repris son tour de France avec ce matin une étape en Corse. Chaque jour, une personnalité le soutient. Ce matin, c'était la veuve de Pierre Mendès France. Et partout, en Corse comme sur le continent, la foule est au rendez-vous. Lionel Jospin va vers elle, très vite, la conversation s'établit. Bref, entre Lionel Jospin et les électeurs, le courant a l'air de passer et c'est peut-être pour cela qu'au moment où l'on parle d'une rencontre entre François Mitterrand et lui, le candidat du PS rappelle sa priorité. Le problème d'un candidat à la présidence de la République, c'est son dialogue avec le peuple. C'est pas fondamentalement son dialogue avec son prédécesseur, même s'il le respecte, mais s'il l'estime. C'est son dialogue avec le peuple. Le dialogue avec le peuple, tout est donc là, et de poignée de main en poignée de main, Lionel Jospin le poursuit. Son objectif, c'est le 7 mai, le deuxième tour, son moral est au beau fixe. En nous appuyant sur ce mouvement qu'on sent monter dans le pays, je vous invite à élargir les soutiens
pour ma candidature au second tour afin de permettre que le 7 mai, nous remportions la victoire. À ce moment-là, je peux vous le garantir, je serai prêt à assumer avec vous tous les responsabilités de la présidence de la République dans ce pays. Pour le reste, Lionel Jospin, qui est ce soir en meeting à Marseille avec Robert Badinter, Lionel Jospin se prépare au débat qu'il opposera mardi à Jacques Chirac. Il a décidé d'annuler un déplacement qu'il avait prévu en fin de semaine pour prendre un peu de temps et mieux affûter ses arguments. C'est que le candidat du PS, qui croit désormais sa victoire possible, compte beaucoup sur ce face-à-face. Il a décidé de ne rien négliger. Demain soir, c'est Jacques Delors qui sera l'invité de notre édition de 20h. Et puis retenez d'ores et déjà la date du 4 mai, jeudi prochain. 2 jours après le face-à-face entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, les 2 candidats se succéderont sur notre plateau, une demi-heure chacun, entre 20h et 21h, pour répondre aux questions de la rédaction. Au beau milieu de la campagne, une rafale de résultats économiques contradictoires. En un an, le nombre des foyers touchant le revenu minimum d'insertion a augmenté de 14%, 115 000 RMistes de plus. Autre mauvais chiffre, la consommation des ménages en baisse de 1,1% au mois de mars. En revanche, le ministre du Travail, Michel Giraud, n'a pas attendu la publication officielle demain des chiffres du chômage pour annoncer une probable baisse d'environ 10 000 du nombre de demandeurs d'emploi. Léo Lamberton. C'est une si bonne nouvelle que le ministre du Travail n'a pas su la garder. Avant même de connaître le chiffre exact qui sera publié demain, Michel Giraud a aujourd'hui donné la tendance. En mars, le nombre de chômeurs a baissé d'environ 10 000 par rapport à février. Sur 6 mois, on compte 60 000 chômeurs de moins. On n'avait pas vu ça depuis 20 ans. Pour le ministre du Travail, cela confirme l'objectif d'Édouard Balladur, qui table sur 200 000 chômeurs de moins cette année. Dans cet institut de conjoncture, on a beau étudier les mêmes courbes que le gouvernement, on n'en fait pas la même lecture. 200 000 chômeurs de moins semble être un objectif optimiste. Il faudrait pour ça une accélération de la croissance, ce qui n'est pas encore tout à fait assuré. L'évolution de la consommation des ménages a été relativement défavorable au cours du premier trimestre, si on en croit les derniers chiffres qui ont été publiés aujourd'hui. Par conséquent, il manque encore un moteur à la reprise qui est la consommation des ménages. C'est vrai, depuis le début de l'année, on achète moins de voitures, moins de meubles, moins d'électroménagers que l'année précédente. Or, si les entreprises vendent mal, elles créeront peu d'emplois. Alors comment sortir de ce cercle vicieux ? Peut-être les bons chiffres du chômage provoqueront-ils un déclic chez le consommateur. Mais là, ce n'est plus seulement de l'économie, c'est surtout de la psychologie. Retour à l'actualité internationale, c'est officiellement à minuit que l'armée russe est appelée à cesser le combat en Tchétchénie, mais les combattants tchétchènes ont déjà fait savoir qu'ils n'observeraient aucune trêve. Par tous les moyens, ils continuent de se battre en rachetant par exemple leurs armes à des soldats de l'armée russe, comme le révèle un document exceptionnel que nous présente notre correspondant à Moscou, Dominique Derda. Bamout, au sud-ouest de la Tchétchénie, l'une des dernières places fortes des indépendantistes. Malgré les raids aériens, les pilonnages de l'artillerie russe, ils tiennent toujours les collines qui surplombent le village. Depuis le début de la guerre, des rumeurs prétendent que de temps à autre, des soldats de Moscou, pour se faire un peu d'argent, vendent leurs propres armes aux combattants tchétchènes. Pour la première fois, des images le prouvent. Elles ont été tournées il y a une semaine à peine. Nous sommes tout près de la ligne de front, aux environs de Bamout. Cet homme qui porte un sac rempli d'armes est un aumône, un membre des forces spéciales du ministère russe de l'Intérieur. Précédé d'un officier, il vient de franchir le no man's land qui sépare les deux camps et se trouve maintenant côté tchétchène. Les deux Russes se croient à l'abri des regards indiscrets. Pendant que l'un surveille les environs, l'autre, accroupi, qui porte des lunettes de soleil, entame les négociations. Ils ignorent qu'à 50 mètres de là, dans une maison en ruine, un caméraman russe lui aussi filme toute la scène. Ils ignorent également que leur interlocuteur tchétchène a caché dans sa poche un magnétophone. Ça, dit l'officier russe, c'est un petit cadeau en attendant le reste. Mais ce soir, on veut notre fric, et sans discussion. Ce soir, à minuit, ils doivent livrer aux Tchétchènes un lance-missile anti-char. Ils en veulent 10 000 $, un peu moins de 50 000 francs. Encore une condition, poursuit l'officier des forces de l'intérieur. Là-bas, un peu plus loin, il y a les troufions du ministère de la Défense. Si vous voulez tirer sur quelqu'un, vous avez qu'à tirer sur eux. Attention, si c'est sur nous que vous tirez, alors on rase votre patelin. L'affaire est entendue, l'officier empoche les 3 000 $ d'avance, comme convenu, et retourne à son campement. L'histoire ne dit pas si le lance-missile a bien été livré. Avec un tel document, le caméraman a préféré ne pas s'attarder. Au village, le combattant tchétchène, tout sourire, montre ce que contenait le sac, le petit cadeau des Russes. En plus d'un lance-roquette, il y a là des munitions de tout calibre, des grenades.
On leur en achète 2 ou 3 fois par mois, dit-il. Il arrive aussi que ce soit 2 fois par jour. Et comment vous faites pour organiser ces rencontres? On a des intermédiaires, c'est ça le plus important. Ils font la navette entre eux et nous. Le 19 avril, l'état-major russe annonçait la chute de Bamout. 24 heures plus tard, les Tchétchènes en avaient repris le contrôle et infligé de lourdes pertes aux troupes de Moscou. Ces hommes seraient sans doute curieux d'apprendre, s'ils ne le savent déjà, que parmi leurs camarades, morts ou blessés, certains sont tombés sous des balles, des obus, vendus à l'adversaire par des officiers russes, comme eux. Il y a 20 ans, jour pour jour, une autre guerre se terminait. Les derniers soldats américains quittaient en catastrophe la ville de Saigon, au Vietnam. Une guerre qui a laissé de profondes blessures physiques et morales aux États-Unis et qui aujourd'hui encore divise le peuple américain, même si certains soldats restent fascinés par le Vietnam au point de vouloir y retourner pour vivre et travailler. À Da Nang, qui était autrefois la principale base de l'armée américaine, un Marine devenu homme d'affaires va construire un complexe hôtelier. Reportage de nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Alain Saint. Paul Lins peut aujourd'hui fouler en toute tranquillité le sable blanc de Da Nang, ici même où débarquèrent les premiers Marines américains en 65. Aujourd'hui, la plage est livrée aux enfants. Paul Lins est un vétéran de la guerre du Vietnam qui revient là pour affaires, fasciné par ce pays où il s'est pourtant battu. Dans mes souvenirs, il y a des contrastes terribles, quelques secondes de terreur totale, d'horreur, de choses terribles qui me reviennent en mémoire. Mais j'aime la beauté de la nature, cette civilisation ancienne, la personnalité des Vietnamiens. De la base américaine de Da Nang, il ne reste aujourd'hui que quelques hangars d'avions de chasse et des baraquements occupés par l'armée vietnamienne, tout comme ces 3 radars qu'avaient installés les Américains et qui surveillaient toute la région. Car c'est de Da Nang que partaient les avions de chasse qui pilonnaient le 17e parallèle et la piste Ho Chi Minh. L'ironie du sort veut que ce soit ici, en bout de piste, que Paul Lins ait fait le pari de bâtir un hôtel 4 étoiles et d'affronter la corruption qui s'est installée au Vietnam. C'est difficile de se tenir au courant de toutes les lois en matière de propriété, de procédures comptables ou alors de rédaction de contrats. Parce que ici, ça change tout le temps, tout le temps. Les collines de marbre de Da Nang où se cachait le Viet Cong traqué par les Américains vont devenir des lieux de pèlerinage pour les touristes du monde entier. Paul Lins, l'ancien combattant de la guerre du Vietnam, veut développer cet endroit qui renferme les tombeaux Shams, l'une des plus anciennes civilisations d'Asie. Au début, la majorité de nos touristes viendront d'Europe, principalement de France. Mais je pense qu'après, quand l'aéroport de Da Nang deviendra international, les vols viendront de Hong Kong, du Japon et des États-Unis. Cette grotte a servi longtemps d'hôpital aux combattants du Viet Cong dans les années 70. Elle a été bombardée par les Américains, mais 20 ans après la fin de la guerre, Paul Lins aime venir ici pour y goûter le silence. Aux États-Unis, à Oklahoma City, le relatif soulagement des secouristes qui s'attendaient à trouver les corps de dizaines d'enfants dans la crèche de l'immeuble qui a été soufflé par une bombe. Ils ont finalement dégagé 4 victimes des décombres. Sur place, Maryse Burgot et Didier Dahan. Que Dieu bénisse Oklahoma City. Des affiches posées à quelques mètres de l'immeuble détruit. D'ailleurs, aujourd'hui, les sauveteurs remercient ce Dieu auquel ils croient tous. Parce que ce soir, les nouvelles sont plutôt bonnes. Disons qu'elles sont moins mauvaises que d'habitude. On sait maintenant que les sauveteurs ne recherchent plus que 4 enfants et non pas 20 comme ils le croyaient. Les pompiers, comme la responsable de la crèche, sont ce soir sûrs de leurs chiffres. Nous avons enfin identifié les corps des enfants que nous avons trouvés. Ce sont bien des enfants de la crèche et non des enfants qui se trouvaient dans l'immeuble par hasard. Ce soir, les pompiers recherchent encore les corps de 94 adultes. Des sauveteurs qui travaillent 12 heures par jour et le moral est bon. Ça va, je suis juste un peu fatiguée. Là, je vais me reposer et après j'y retourne. Organisation à l'américaine. Repas chaud pour tout le monde, vêtements, chaussures pour ceux qui en manqueraient. Les sauveteurs sont considérés ici comme des héros, alors on fait tout pour les aider. Il y a tellement de gens adorables ici. Quand vous allez dans l'immeuble, vous vous sentez triste et quand vous revenez ici, vous vous sentez heureux. On vous mijote des petits plats, c'est vraiment bien.
Lorsque tous les corps seront dégagés, c'est-à-dire dans au moins une semaine, Oklahoma City pensera à la reconstruction. Et les dégâts sont considérables. 9 immeubles effondrés, 14 très endommagés et 199 qui n'ont plus aucune fenêtre. On estime le coût de la réparation à 500 millions de dollars. Une précision maintenant concernant la fermeture du centre de rétention des étrangers au palais de justice de Paris. Il a été fermé, je vous le disais hier soir, sur décision de la préfecture de police de Paris. Et le préfet s'est pourvu en cassation, mais contre la décision du tribunal de grande instance de remettre en liberté les 26 étrangers qui étaient détenus et qui avaient été libérés. Et puis à Marseille, mise en examen de l'ancien numéro 2 de l'Olympique de Marseille, Jean-Louis Levrault, l'ancien bras droit de Bernard Tapie, a été placé sous contrôle judiciaire. Patrice Velay. Une arrivée discrète pour Jean-Louis Levrault au tribunal. Le juge l'attend pour une mise en examen sans surprise. Abus de confiance, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux. L'ancien vice-président de l'OM rejoint ainsi 8 autres personnes dans ce dossier financier. 6 anciens responsables du club, dont Bernard Tapie, et 2 intermédiaires du football. Il a dû s'expliquer sur le financement de l'OM entre 86 et 92, l'époque des campagnes européennes, sur une comptabilité obscure selon la police judiciaire. 7 heures plus tard, Jean-Louis Levrault ressortait libre du palais de justice. Tout l'argent qui est sorti, c'était pour payer les joueurs et pour qu'il y ait des retombées économiques sur Marseille, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est ce que vous leur avez expliqué? C'est ce que j'ai expliqué à tout le monde, c'est ce qu'on essaie d'expliquer tout le temps. Voilà, on est des gens honnêtes, on est des gens qui mordent le foot. On est en train de nous en dégoûter un petit peu, mais enfin, c'est pas grave. Libre, mais sous contrôle judiciaire, Jean-Louis Levrault devra payer une caution de 2 millions de francs. Toujours dans l'actualité du football, Eric Cantona devrait annoncer demain qu'il reste à Manchester United, le club anglais, l'année prochaine et jusqu'en 1999. On l'avait annoncé un temps en Italie à l'Inter de Milan. Ce qui nous amène à la superbe victoire de la France hier soir contre la Slovaquie. Divine surprise pour les uns, résurrection pour les autres. En tout cas 4-0 et le formidable retour du Parisien Vincent Guérin. Yann Lavoie. L'équipe de France avait mis un Vincent Guérin dans son moteur. Infatigable, le Parisien s'est démené comme toujours pour récupérer des ballons, mais il est aussi allé porter le danger dans le camp slovaque. C'est d'ailleurs sur l'un de ses centres que Christophic a trompé son propre gardien. Et alors, Vincent Guérin est salué comme un buteur. Mais le voilà encore à l'assaut sur le flanc droit. Son centre trouve cette fois Laurent Blanc pour le 3e but français. Et encore des félicitations. Et puis le chef-d'œuvre est à venir. Le plus beau but de sa carrière, c'est lui qui le dit, une frappe de volée. Hier soir, il était heureux d'avoir confirmé en bleu le niveau qui a été le sien toute cette saison en championnat et en Coupe d'Europe. Seulement l'équipe de France est peut-être arrivée un peu tard. Satisfait en quelque sorte d'avoir rempli cette mission, d'avoir gagné ce match-là. Mais bon, je crois qu'il y a aussi une certaine amertume qui m'anime un petit peu aussi, étant donné que bon, c'est un petit peu dommage d'arriver à mon âge en équipe de France, surtout bon, pour relever, je dirais, un défi. Bon, si on n'avait pas fait un bon résultat, je ne sais pas si Vincent Guérin éventuellement serait recontacté pour éventuellement être sélectionné pour un futur match. À moins d'une catastrophe, Guérin sera bel et bien là au mois d'août pour affronter la Pologne. Guérin, c'est la consécration à 30 ans. Et puis pour terminer ce journal, l'exploit sportif du jour, celui du navigateur normand Christophe Auguin. Il a remporté pour la 2e fois le Bock Challenge, la splendide course autour du monde en solitaire et avec escale. Terme du voyage Charleston aux États-Unis. Thierry Clopeau. 121 jours, 17 heures, 11 minutes et 46 secondes. Christophe Auguin, sur son monocoque de 18 mètres, était parti de Charleston le 17 septembre dernier. Après 8 mois de course, à travers les mers et 3 escales, au Cap, à Sydney et à Punta del Este, le marin de Granville, déjà vainqueur de la course du Figaro et d'un Bock Challenge en 91, a bouclé ce matin sur les côtes de Caroline du Sud son grand périple en solitaire. Ce fameux Bock qui, pour les marins purs et durs, reste la plus belle de toutes les courses, mais Dieu, que ce fut galère. Qu'est-ce qu'il a fallu en chier pour arriver là? Je crois que c'est à ça que je pense. Je crois que ça, on le réalise pas, je vais l'oublier au fur et à mesure. À chaque tour du monde, je sais bien qu'on finit par oublier les mauvais moments et à retenir que les bons. Les bons sont fantastiques. Mais il faut reconnaître qu'il faut arriver là, c'est dur, il faut donner, quoi. Pendant 120 jours, il faut beaucoup donner de soi. Durant cette aventure, c'est vrai, Christophe s'est fait des frayeurs. Une tempête dans l'océan Indien avec des vagues de plus de 20 mètres et plusieurs chavirages. Et puis, coincé dans les glaces du Pacifique, privé de radar, avançant au petit bonheur la chance. Auguin s'est aussi payé le luxe d'établir le record de distance parcourue par un monocoque en 24 heures, 351 milles. Encore inconnu du grand public avec cet exploit, Auguin qui enfin s'est fait un nom entre au panthéon des stars de la voile.
Dans 2 automnes, cet ancien prof de technologie remettra le ciré des grands voyageurs pour repartir autour de la planète mer. Mais cette fois-ci, sans escale, ce sera le Vendée Globe. En attendant ce soir, le Normand a des envies toutes simples. De la viande rouge, du pain frais, de la vraie mayonnaise, et puis une longue nuit avec sa fiancée Véronique qui n'en croit toujours pas ses yeux. Le bonheur, c'est simple, comme un tour du monde. Voilà, dans un instant, du vent, du soleil et de la pluie, les prévisions de Sophie Davant pour la météo, puis envoyé spécial, le dernier journal de Catherine Sellac vers minuit et quart. Demain à 13h, vous retrouverez Daniel Bilalian. Bonsoir, merci.